Je m'appelle Manon, j'ai 32 ans, et la semaine dernière, ma mère s'est levée lors du dîner de répétition du mariage de ma sœur et a annoncé devant 80 invités que je n'étais pas sa vraie fille. Elle l'a dit avec un sourire devant tout le monde tout en annonçant qu'elle payait le mariage avec l'argent que je leur donnais secrètement depuis 10 ans. Toute la salle s'est retournée pour me regarder. Je pouvais sentir leur pitié, leur chuchotement, le poids de l'humiliation publique pesait sur ma poitrine. Et puis je lui ai rendu son sourire parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. 3 mots plus tard, le visage de ma mère est devenu livide. Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment connecté avec elle. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 10 ans en arrière, au jour où tout a commencé. Il y a 10 ans, j'avais 22 ans, fraîchement diplômé en comptabilité avec un emploi de premier échelon qui couvrait à peine mon loyer. Je pensais avoir toute ma vie tracée. Ma famille semblait parfaite de l'extérieur. Papa, Richard Lefebvre, était directeur des ventes depuis 20 ans. Maman, Diane, était une femme au foyer qui traitait la réputation de notre famille comme un travail à temps plein. Et puis il y avait Chloé, ma sœur cadette, 18 ans, aux cheveux d'or, charmante sans effort. Elle venait d'être acceptée dans une grande école prestigieuse à Paris. Le favoritisme n'était pas nouveau. Il avait toujours été là, tissé dans l'étoffe de notre famille comme un vilain fil que personne ne voulait reconnaître. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mes parents ont organisé un petit dîner pour moi. 5 personnes. Maman a dit, « Tu n'aimes pas la foule de toute façon, Manon. » Je n'ai pas discuté. Je ne le faisais jamais. 2 mois plus tard, Chloé a reçu sa lettre d'acceptation. Ils ont loué un restaurant, 50 invités, un gâteau à 3 étages. Papa a fait un discours disant à quel point il était fier de sa petite étoile. Je me suis assise dans un coin en applaudissant avec tout le monde. Chloé a besoin d'encouragement, a expliqué maman quand j'ai posé des questions sur la différence. Elle est jeune. Elle a besoin de soutien. Tu as toujours été capable de te débrouiller seule. Je me suis dit qu'elle avait raison. Chloé était le bébé. Elle avait besoin de plus d'attention. J'étais la grande sœur. Stable, fiable, invisible. C'était mon rôle. Je ne savais pas que dans quelques semaines seulement, mon père m'appellerait avec une nouvelle qui allait tout changer. Une nouvelle qui ferait de moi non plus la fille invisible, mais quelque chose de tout autre, quelque chose dont ils allaient ignorer l'existence pendant la décennie suivante. Le deuxième signe est venu une semaine avant cet appel téléphonique. J'étais en visite à la maison pour le dîner du dimanche quand j'ai entendu maman et papa dans la cuisine. Ils prévoyaient d'acheter une voiture à Chloé. Pas n'importe quelle voiture, une Peugeot 308 toute neuve pour qu'elle puisse conduire jusqu'à l'école. Elle ne peut pas prendre le bus, disait maman. Que penseraient les gens? J'ai pensé à mon propre trajet, 2 heures dans chaque sens en transport en commun, des métros bondés, des marches tardives de la gare à mon appartement. Personne ne s'était jamais soucié de ce que les gens pensaient de ça. Je n'ai rien dit. Je ne disais jamais rien. Avale-le, Manon. Garde la paix. Ce jeudi soir-là, mon téléphone a sonné à 23 heures. Le numéro de papa. Sa voix était différente, plus petite, presque tremblante. Manon, je dois te parler. Mais tu ne peux le dire à personne, surtout pas à Chloé. Mon père était un homme fier. En 30 ans, je ne l'avais jamais entendu parler comme ça. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Une longue pause. J'ai perdu mon travail, Manon, il y a 3 semaines. Et notre plan d'épargne retraite. Il est presque vide. De mauvais investissements. Je pensais pouvoir arranger ça. Mais sa voix s'est brisée. Mon père, l'homme qui ne montrait jamais de faiblesse, qui nous faisait la leçon sur la responsabilité financière, qui méprisait quiconque ne pouvait pas gérer ses propres affaires, appelait sa fille invisible au milieu de la nuit, suppliant pour de l'aide. De quoi as-tu besoin, ai-je demandé. Ne dis rien à ta mère. Elle est déjà tellement stressée et Chloé doit se concentrer sur ses études. Même là, même en pleine crise, j'étais celle qu'il pouvait accabler sans culpabilité. Ce qu'il a dit ensuite allait redéfinir notre relation pour toujours. Bien que je ne sache pas encore si cela allait nous briser ou nous lier. Papa a tout déballé au cours de l'heure suivante.
Il avait été renvoyé sans avertissement. Restructuration d'entreprise, comme il disait. À 55 ans, personne n'embauchait. Il avait envoyé des dizaines de candidatures. Rien. Le fonds de retraite était pire. Des années auparavant, il en avait déplacé la majeure partie dans ce qu'un ami appelait une valeur sûre. La valeur sûre s'est effondrée. Ce qui était censé être leur filet de sécurité s'était réduit à presque rien. Nous avons 3 mois de retard sur le crédit de la maison, a-t-il admis. Si nous manquons un autre paiement, il pourrait saisir la maison. Le lendemain, maman a appelé. Sa voix était chargée de larmes. Manon, ton père m'a dit qu'il t'avait parlé. Je sais que nous ne devrions pas demander, mais tu es la seule à pouvoir nous aider. Chloé est encore à l'école. Elle ne peut pas travailler, et nous ne pouvons en parler à personne. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais. Je comprenais toujours. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Juste un peu d'aide chaque mois jusqu'à ce que ton père trouve quelque chose. On te remboursera, bien sûr. Mais Manon, sa voix a baissé. Personne ne doit savoir. Pas Chloé, pas tes tantes, personne. On ne peut pas laisser les gens penser que cette famille est en difficulté. Je gagnais 48 000 € par an. Après le loyer, les charges et les prêts étudiants, il me restait peut-être 750 € chaque mois. Il demandait 2300 €. J'ai dit oui quand même. Tu es une si bonne fille, a chuchoté maman. La meilleure. Nous n'oublierons jamais ça, Manon. Jamais. J'ai mis en place un virement automatique cette semaine-là. Chaque mois, 2300 € passaient de mon compte vers leur fonds de retraite. J'ai pris des heures supplémentaires, annulé mon abonnement à la salle de sport, arrêté de manger au restaurant. C'était censé être temporaire. Ça ne l'a pas été. Laissez-moi vous dire à quoi ressemble 10 ans de temporaire. J'ai travaillé 60 heures par semaine. J'ai gravi les échelons de comptable junior à comptable senior, puis responsable comptable et enfin directrice financière dans une entreprise pharmaceutique de taille moyenne. Chaque promotion signifiait un plus gros salaire et un plus gros virement à mes parents. J'ai vécu dans le même minuscule studio pendant 7 ans. Pas de vacances, pas de nouveaux meubles. J'ai porté le même tailleur d'entretien à chaque emploi jusqu'à ce que les coudes soient usés. Chaque mois, 2300 €. Puis 2800 € quand j'ai eu ma première vraie augmentation. Puis 3200 €, comme une horloge. Comme respirer. Comme si cela faisait simplement partie de qui j'étais. Et mes parents? Ils n'ont jamais manqué une occasion. Chloé a eu une nouvelle voiture à la fin de ses études, puis un apport pour son premier appartement, puis une garde-robe de créateur pour son emploi dans le marketing dans le Marais. Ses fêtes d'anniversaire étaient légendaires, traiteurs, champagne et musique live. Mes anniversaires? Une carte. Parfois un appel téléphonique si maman s'en souvenait. Je n'étais pas invité à la plupart des réunions de famille. Tu es toujours tellement occupé par le travail, disait maman. Nous ne voulions pas te déranger. Le calcul était simple. 10 ans, 120 mois, une moyenne de 2600 € par virement, plus de 310 000 €. J'ai payé la retraite de mes parents pendant qu'ils racontaient à tout le monde qu'ils l'avaient fait eux-mêmes. J'ai sacrifié ma vingtaine pendant qu'ils célébraient ma sœur. J'ai gardé leur secret pendant qu'ils m'effaçaient lentement du portrait de famille. Et pas une seule fois en 10 ans, ils n'ont dit merci. Pas officiellement, pas devant qui que ce soit. Pas d'une manière qui comptait. Je me disais que ce n'était pas grave. Les actes valent mieux que les mots, non? Ils savaient ce que j'avais fait pour eux. J'avais tort. J'avais 32 ans quand je me suis enfin regardé dans le miroir et que j'ai vu ce que j'étais devenu. Daniel et moi sortions ensemble depuis 2 ans. Il était gentil, patient et complètement confus par ma façon de vivre. Un soir, il a posé la question que j'évitais. Manon, as-tu déjà pensé à acheter un endroit pour nous? J'ai regardé mon compte bancaire. Après 10 ans de salaires élevés, j'avais moins de 14 000 € d'économie. Pas de maison, pas d'investissement, pas de plan d'épargne personnel. Tout était allé à eux. Je ne suis pas sûr de pouvoir, ai-je admis. Le visage de Daniel s'est affaissé, pas de colère, mais d'inquiétude. Manon, je t'aime, mais parfois je ne sais pas pour qui tu vis.
Ce n'est pas pour toi-même. Il avait raison, et je détestais qu'il ait raison. Le coup de grâce est arrivé 2 semaines plus tard. Maman a appelé, essoufflée par l'excitation. Chloé est fiancée à Paul. Tu te souviens de l'avocat? Nous allons lui organiser le plus beau des mariages. Ton père et moi allons tout payer. Tout payer? Mon estomac s'est noué. Quel est le budget? Ai-je demandé, en gardant ma voix stable. Oh, quelque part autour de 75 000 euros. Peut-être plus. Elle mérite un conte de fées, tu ne trouves pas? 75 000 euros. 3 ans de mes virements. De l'argent pour lequel j'avais sacrifié des vacances, des relations et mon propre avenir. Et ils allaient le dépenser pour un mariage tout en disant à tout le monde qu'ils l'avaient payé eux-mêmes. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni la suivante. Quelque chose devait changer. Je ne savais juste pas encore à quel point. Les fiançailles de Chloé étaient tout ce dont mes parents avaient rêvé. Paul de Montaigu venait d'une vieille fortune, le genre qui n'a pas besoin de se vanter parce que tout le monde le sait déjà. Sa famille possédait la moitié de l'immobilier commercial de Neuilly-sur-Seine. Il était beau, raffiné, et regardait Chloé comme si elle avait décroché la lune. Je voulais être heureuse pour elle. Une partie de moi l'était, mais je me sentais surtout vide. Maman appelait tous les jours avec des nouvelles du mariage. Le lieu serait le Country Club de Saint-Cloud, le plus exclusif des Yvelines. 300 invités, une robe de créateur, des fleurs importées, un orchestre de 12 musiciens. Nous ne regardons pas à la dépense, s'extasiait-elle. Chloé mérite la perfection. J'ai finalement posé la question qui me brûlait la gorge. Maman, d'où vient l'argent? Silence. Cela ne te regarde pas vraiment, Manon. Je pense que si. Ne sois pas difficile. C'est le grand jour de ta sœur. Et je pose une question simple. D'où vient l'argent? De nous? De nos économies? Pourquoi réagis-tu comme ça? Ce sont des économies. Le fonds que j'alimente depuis une décennie. Ces économies-là, ai-je dit prudemment. Tu veux dire le fonds de retraite? Manon? Sa voix est devenue froide. Je n'aime pas tonton. Nous avons travaillé dur toute notre vie. Nous avons le droit de célébrer le mariage de notre fille. Quelle fille? Elle a raccroché. Je me suis assise dans mon appartement, les mains tremblantes. Pendant 10 ans, j'étais restée silencieuse. J'avais fait des sacrifices. Je m'étais dit que la famille signifiait faire passer les autres en premier, mais ce n'était pas une famille. C'était un rasoir. J'avais besoin de réponses, de vraies réponses. Et je savais exactement qui appeler. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents ce samedi-là. Papa était dans son bureau, la pièce qui était interdite quand j'étais enfant. Maintenant, elle semblait juste fatiguée et des livres décolorés, des trophées de golf poussiéreux, un homme essayant de s'accrocher à une version de lui-même qui n'existait plus. Manon, il a à peine levé les yeux. Ta mère a dit que tu avais appelé. Il n'y a rien à discuter. Cela a attiré son attention. Pardon? Je transfère de l'argent sur votre fonds de retraite depuis 10 ans. Tu sais exactement d'où ça vient. Et maintenant, vous le dépensez pour le mariage de Chloé tout en disant à tout le monde que vous avez économisé pour ça. Sa mâchoire s'est serrée. Qu'est-ce que tu veux? Une médaille? Je veux de la reconnaissance. Je veux de l'honnêteté. Tu veux de l'attention. Il s'est levé, la voix montant. C'est toujours ton problème, Manon. Tu fais quelque chose de gentil et ensuite tu as besoin que tout le monde t'applaudisse. Chloé n'a pas besoin de validation pour tout ce qu'elle fait. Chloé n'a rien fait. Elle a apporté de la fierté à cette famille. Elle nous a donné de la joie. Qu'est-ce que tu nous as donné? De l'argent? Il a ri amèrement. L'argent, c'est facile. Être une fille, c'est plus difficile. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Je vous ai donné 10 ans de ma vie et nous t'avons donné 22 ans de la nôtre. Nous t'avons élevé, nourri, éduqué. Cet argent était ton obligation. C'est ce que font les enfants. C'était un don, papa. Librement donné. Et tu n'as jamais une seule fois. Jamais une seule fois. Quoi? Toi. Il s'est rassis, dédaigneux.
grandis un peu, Manon. Le monde ne te doit aucune gratitude. Je suis parti sans un mot de plus. Mais j'avais déjà pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai appelé Marc Dubois. Marc était le conseiller financier de ma famille depuis 15 ans. Distingué, professionnel, discret. Il était la seule personne en dehors de notre famille à connaître la vérité sur ses virements mensuels. Manon. Sa voix était chaleureuse mais prudente. Je me demandais quand vous appelleriez. Vous savez pourquoi j'appelle? Une pause. Je peux le deviner. J'ai besoin de connaître l'état actuel du fonds de retraite de mes parents et s'ils ont effectué d'importants retraits récemment. Marc est resté silencieux un long moment. Techniquement, je ne devrais pas divulguer cela sans leur permission. Marc, j'ai été la principale contributrice de ce fonds pendant une décennie. Je pense avoir mérité un peu de transparence. Il a soupiré. Vous avez raison. Et honnêtement, Manon, je suis mal à l'aise avec cette situation depuis des années. Il a sorti les dossiers. Le solde actuel est d'environ 260 000 €, provenant presque entièrement de vos contributions au cours des 10 dernières années. Mon estomac s'est serré. Et les retraits? Une autre pause. 55 000 € il y a 3 semaines pour le mariage. Je ne suis pas officiellement autorisé à confirmer cela, mais oui. J'ai fermé les yeux. Marc, quelles sont mes options légales ici? Eh bien, les virements ont été classés comme des dons. Vous ne pouvez pas les réclamer. Il a hésité. Mais vous pouvez arrêter de contribuer à tout moment. Il n'y a pas de contrat, pas d'obligation, juste un virement automatique que vous contrôlez. Seriez-vous capable de vérifier mes contributions si quelqu'un demandait? J'ai des dossiers complets, date, montant, tout. Mais Manon, pourquoi? Parce que je pourrais avoir besoin d'un témoin. Silence. Manon, vous devez savoir. Vos parents m'ont invité au dîner de répétition en tant qu'ami de la famille. Les pièces se sont mises en place. Merci, Marc. Je vous verrai là-bas. Le téléphone a sonné 3 jours avant le dîner de répétition. Manon, c'est tante Patricia. Tante Patricia était la sœur aînée de maman. La seule personne de notre famille qui n'avait jamais vraiment cru à la version officielle. À 70 ans, elle avait ce genre de sagesse tranquille qui vient du fait d'avoir observé des décennies de drames familiaux se dérouler. J'ai entendu parler du mariage, a-t-elle dit. Ta mère n'arrête pas d'en parler. Le lieu, les fleurs, la robe, comment il paie tout. Je n'ai rien dit. Manon, chérie, je peux te demander quelque chose? Vas-y. D'où vient vraiment cet argent? Ma gorge s'est serrée. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que je connais tes parents. Je sais qu'ils ont presque tout perdu dans cette combine d'investissement. Je sais que ton père n'a pas travaillé depuis 10 ans. Sa voix s'est adoucie. Et je te connais, ma chérie. Je t'ai vu travailler jusqu'à l'épuisement pendant que Chloé reçoit tout sur un plateau. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti les larmes me piquer les yeux. Tante Patricia, tu n'as pas besoin de me donner les détails. Mais si ce que je soupçonne est vrai, si tu as porté cette famille pendant qu'ils font semblant que tu n'existes pas, je veux que tu saches quelque chose. Quoi? Je te vois. Je t'ai toujours vu. Et quoi qu'il arrive à ce dîner, je serai dans ton camp. J'ai pris une respiration tremblante. Comment as-tu su? Parce que je suis la sœur aînée aussi, Manon. Je sais ce que c'est de donner et donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une pause. Et je sais ce qu'on ressent quand personne ne le remarque. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. À la fin, j'avais quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années, une alliée. Ce soir-là, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des années. Des confirmations bancaires, 120 d'entre elles, chaque mois pendant 10 ans. Virement confirmé, 2 300 € au fonds familial Lefebvre. Virement confirmé, 2 800 € au fonds familial Lefebvre. Virement confirmé, 3 200 € au fonds familial Lefebvre. Chaque email était un eurodatage, un reçu, une preuve. J'ai tout transféré à Marc Dubois. Ensuite, je les ai sauvegardés sur 3 services cloud différents. Puis j'ai imprimé la première et la dernière page. Daniel m'a trouvé à 2 heures du matin entouré de papiers. Qu'est-ce que tu fais?
Je me prépare. Il s'est assis à côté de moi, scannant les documents. Son expression est passée de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose comme de la stupeur. Manon, c'est plus de 300 000 euros. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a pris ma main. Qu'est-ce que tu prévois? Je ne sais pas encore. J'ai fixé la pile de papier. J'ai passé 10 ans à garder le silence, en espérant qu'il verrait ce que j'avais fait, en espérant que ce serait suffisant pour qu'il m'aime de la même façon qu'il l'aime. Et maintenant? Maintenant je réalise que le silence n'est pas une vertu. C'est une cage que j'ai construite pour moi-même. J'ai serré sa main. J'ai fini d'être invisible, Daniel. J'ai fini d'espérer que mes actes parleront pour moi. Qu'est-ce qui a changé? Maman m'a appelé et pas leur vraie fille devant tante Patricia la semaine dernière tout en prévoyant de dépenser mon argent pour le mariage de Chloé. La mâchoire de Daniel s'est serrée. Je vais à ce dîner de répétition, ai-je dit. Et je ne vais pas faire de scène, mais s'ils essaient de m'effacer en public. J'ai regardé la pile de mai. Je vais dire la vérité. Maintenant, je veux faire une pause ici un instant. Si vous vous demandez ce que j'ai fait ensuite, croyez-moi, je n'en étais pas sûr non plus à ce moment-là. Mais avant de continuer, je suis curieuse, que feriez-vous? Les confronteriez-vous publiquement ou essaieriez-vous de gérer ça en privé? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé à ce dîner de répétition, continuez à regarder. Le country club de Saint-Cloud ressemblait à quelque chose sorti d'un film. Des lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés. Des pivoines fraîches cascadaient de chaque surface. Des serveurs en vestes blanches impeccables circulaient avec des flûtes de champagne sur des plateaux en argent. Le genre d'élégance qui murmurait la vieille fortune tout en coûtant des fortunes aux nouveaux riches. 80 invités se mêlaient sous une lumière dorée et douce. Amis, famille, collègues, les parents de Paul immaculés et incroyablement posés. Le cercle social de mes parents, tous en robe de créateur et sourires répétés. Daniel a serré ma main alors que nous entrions. Ça va? Redemande-moi dans une heure. J'avais choisi ma tenue avec soin. Une simple robe bleu marine, élégante mais discrète. Je n'étais pas là pour rivaliser avec Chloé. J'étais là pour survivre. La première personne que j'ai repérée était Marc Dubois. Il se tenait près du bar en sirotant un scotch, l'air mal à l'aise dans son rôle d'ami de la famille. Nos yeux se sont croisés. Il a hoché la tête presque imperceptiblement. Puis j'ai vu tante Patricia à une table dans un coin. Elle m'a fait un clin d'œil, un petit geste, mais cela a calmé mes nerfs. Manon, tu es venue. Chloé s'est précipitée vers moi, champagne à la main, rayonnante dans une robe de cocktail blanche. Elle m'a serré dans ses bras comme si nous étions proches. Nous ne l'étions pas. Bien sûr que je suis venue. C'est ton dîner de répétition. Je suis tellement contente. Maman n'était pas sûre que tu viendrais. Tu sais comment tu es avec les événements familiaux. Comment je suis. Comme si j'avais été celle qui les évitait. Je ne manquerais ça pour rien au monde, ai-je dit. Elle est partie saluer d'autres invités, et je suis resté debout au milieu de la pièce, entouré de gens qui savaient à peine que j'existais. Les lustres scintillaient, le champagne coulait, tout était parfait. Je ne savais pas que dans moins de 30 minutes, la perfection allait voler en éclats. Le tintement d'un verre a coupé les conversations. Mon père se tenait à la table d'honneur, champagne levé, ma mère à côté de lui dans une robe en soie qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il ressemblait au couple parfait. Parents prospères, généreux et fiers. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît? La salle s'est tue. 80 visages se sont tournés vers eux. Diane et moi voulons vous remercier tous d'être ici ce soir. La voix de papa portait cette chaleur de vendeur, douce et exercée. Il y a 28 ans, nous avons été bénis avec une fille qui n'a apporté que de la joie dans nos vies. J'ai senti la main de Daniel trouver la mienne sous la table. Chloé, a continué papa, tu nous as rendus plus fiers que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Et Paul, il a fait un signe de tête vers le futur marié. Nous n'aurions pas pu demander un meilleur homme pour rejoindre notre famille. Applaudissements polis. Paul a souri modestement. Puis ma mère a pris le relais. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous planifions ce mariage depuis des mois. Elle a ri légèrement.
Et je suis fier de dire que Richard et moi nous sommes occupés de tout. Le lieu, le traiteur, les fleurs, tout. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Nous avons économisé toute notre vie pour ce moment, a continué maman, sa voix enflant d'émotion. Parce que notre fille ne mérite rien d'autre que le meilleur. Elle a fait une pause. Et puis ses yeux ont trouvé les miens à travers la pièce. Nous payons pour tout, a-t-elle dit, son sourire tranchant, parce que notre vraie fille le mérite. La salle s'est immobilisée. Contrairement à certaines personnes. Toutes les têtes se sont tournées pour me regarder. Je pouvais sentir le poids de 80 regards, les chuchotements commençaient, le jugement se formait, et ma mère restait juste là à sourire, attendant que je m'effondre. Mais je ne me suis pas effondré. Je lui ai rendu son sourire. Le silence a duré 3 battements de cœur. Puis les chuchotements ont commencé. De qui parle-t-elle? C'est la fille aînée, n'est-ce pas? Pourquoi dirait-elle ça? La pauvre. Je pouvais sentir la pitié de la salle peser sur moi comme un poids physique. La sœur aînée, l'oubliée, celle qui n'était pas vraiment de la famille. Chloé était figée près de la table des desserts, son verre de champagne suspendu en l'air. Son visage était devenu rouge. Embarras ou honte, je ne pouvais pas dire. Paul fronçait les sourcils, clairement mal à l'aise. Au bar, Marc Dubois avait posé son scotch. Son expression était illisible, mais ses yeux étaient fixés sur moi. Tante Patricia était déjà à moitié levée de sa chaise. Daniel s'est penché vers moi. On peut partir maintenant. Dis juste un mot. J'ai secoué la tête lentement parce que voici le truc quand on est invisible depuis 32 ans, on apprend à observer, à attendre, à calculer. Et à ce moment-là, en regardant le sourire triomphant de ma mère, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un lapsus. C'était intentionnel. Elle avait planifié cela, choisi ses mots, attendu le public maximum. Elle voulait m'humilier devant tout le monde pour cimenter le récit selon lequel j'étais l'étrangère, la déception, la fille qui ne comptait pas. Elle s'attendait à ce que je pleure, que je parte, que je lui donne raison. J'ai pensé à 10 ans de silence, 310 000 € de virement. Chaque anniversaire ignoré, chaque sacrifice rejeté, et quelque chose en moi a changé. Pas de la colère, quelque chose de plus calme, de plus propre, la clarté. J'ai pris mon verre de champagne et je me suis levé. Les chuchotements se sont arrêtés. Le sourire de ma mère a vacillé. En fait, ai-je dit, ma voix stable, j'aimerais ajouter quelque chose à ce toast. Tous les yeux de la salle étaient sur moi maintenant. Je pouvais sentir mon cœur battre dans ma gorge, mais mes mains étaient stables. 10 ans à avaler mes mots m'avaient appris une chose, quand vous parlez enfin, faites en sorte que ça compte. Merci, maman, pour ce toast mémorable. J'ai gardé ma voix agréable, contrôlée. J'apprécie particulièrement d'être appelée pas votre vraie fille devant 80 personnes. C'était une belle touche. Un rire nerveux a parcouru la foule. Le sourire de ma mère était figé. Mais puisque nous partageons ce soir, j'aimerais clarifier un petit détail. Je me suis tourné vers le bar où Marc Dubois se tenait immobile. Monsieur Dubois, vous êtes le conseiller financier de notre famille depuis 15 ans. Pourriez-vous confirmer quelque chose pour moi? Marc ressemblait à un homme coincé entre 2 trains arrivant en sens inverse. Manon. La voix de mon père était tranchante. Ce n'est pas le moment. En fait, papa, je pense que c'est exactement le moment. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Maman vient de dire à tout le monde que vous avez économisé toute votre vie pour payer ce mariage. Je veux juste m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde concernant ce que l'économie signifie. La salle était devenue complètement silencieuse. On pouvait entendre la glace se tasser dans les verres. Monsieur Dubois, ai-je continué, au cours des 10 dernières années, qui a été le principal contributeur au fonds de retraite de mes parents? Marc a jeté un coup d'œil à mon père, puis à ma mère, puis de nouveau à moi. Manon, je ne suis pas sûr de devoir. Vous avez les dossiers. Vous les avez depuis une décennie. J'ai gardé ma voix douce. Le silence s'est étiré. Puis Marc Dubois a redressé les épaules. Je pense, dit-il calmement, que tout le monde mérite de connaître la vérité. Marc Dubois s'est raclé la gorge. D'après mes dossiers, commença-t-il,
sa voix portant clairement à travers la salle silencieuse. Au cours des 10 dernières années, Manon Lefebvre a transféré environ 310 000 € sur le fonds de retraite de ses parents. Un halètement a parcouru la foule. Ce fonds, a continué Marc, qui contient actuellement environ 260 000 € après les retraits récents, est constitué presque entièrement des contributions de Manon. Des virements mensuels chaque mois pendant 10 ans. J'ai regardé la salle traiter cette information. Les yeux s'écarquillant, les têtes se tournant, le calcul se faisant dans les esprits. Le visage de ma mère était devenu pâle. C'est une affaire de famille privée. Tu l'as rendue publique, maman. Ma voix était calme. Tu m'as appelé et pas ta vraie fille devant tout le monde ici. Tu as dit que tu payais pour tout. Je clarifie simplement d'où vient réellement cet argent. C'est scandaleux, bafouilla mon père. Marc, vous n'aviez aucun droit. Il avait tous les droits, les jeux interrompus. Et moi aussi. Du coin de l'œil, j'ai vu tante Patricia se lever. Diane, sa voix a traversé la tension comme un couteau. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée. Paul a tiré Chloé à l'écart, chuchotant avec urgence. Chloé avait l'air sous le choc, des larmes se formant dans ses yeux. Les chuchotements étaient devenus un grondement sourd. J'entendais des fragments, plus de 300 000 €. 10 ans et ils n'ont jamais. Je ne peux pas croire. Mon père a essayé de reprendre le contrôle. Non. J'ai secoué la tête. Nous avons eu 10 ans de privé. 10 ans de secret. 10 ans où je suis restée silencieuse pendant que vous m'effaciez. J'ai levé mon verre de champagne. Maintenant, il est temps pour quelque chose de différent. La salle était totalement immobile. J'ai regardé mes parents, vraiment regardé. Mon père, rouge de colère. Ma mère, pâle et tremblante. Pendant 32 ans, j'avais désespérément voulu qu'ils me voient, qu'ils m'aiment comme ils aimaient Chloé, qu'ils reconnaissent que je comptais. Maintenant, debout dans cette belle pièce entourée de témoins, j'ai réalisé quelque chose, leur approbation n'arriverait jamais, et je n'en avais plus besoin. Maman, tu as demandé qui est ta vraie fille ou point. J'ai gardé ma voix stable. Laisse-moi répondre à ça. Elle a agrippé le bras de mon père. Ta vraie fille est celle qui a travaillé 60 heures par semaine pendant que tu disais à tout le monde qu'elle était trop occupée pour la famille. J'ai pris une respiration. Ta vraie fille est celle qui a renoncé à acheter une maison pour que vous ne perdiez pas la vôtre. Les mots venaient plus facilement maintenant. 10 ans de silence se brisaient enfin. Ta vraie fille est celle qui a gardé votre secret pendant une décennie parce que vous le lui avez demandé. Qui ne l'a jamais dit à Chloé? Qui ne l'a jamais dit à personne? Qui a sacrifié sa vingtaine, ses économies, son avenir pour vous? Ma mère avait commencé à pleurer. Mais je n'avais pas fini. Mais voici le truc à propos des vraies filles, maman. Elles méritent d'être traitées comme de la famille, et je ne l'ai pas été. J'ai levé mon verre plus haut. Alors, j'ai 3 mots pour vous. La salle a retenu son souffle. J'ai regardé directement dans les yeux de ma mère. J'arrête les paiements. Le visage de ma mère est devenu livide. Avec effet immédiat. J'ai déjà notifié Marc. Les virements automatiques s'arrêtent aujourd'hui. J'ai posé mon verre. Vous voulez payer pour tout? Maintenant, vous allez vraiment devoir le faire. Silence de mort. Puis le verre de champagne de mon père a glissé de ses doigts et s'est brisé sur le sol. Le bruit du verre brisé a semblé ramener tout le monde à la réalité. Tu ne peux pas faire ça. La voix de mon père était rauque. Nous avons un accord. Nous n'avons rien par écrit, papa. Pas de contrat, pas d'obligation légale. J'ai gardé mon ton professionnel, comme si je discutais de rapports trimestriels. Je vous ai fait des dons généreux, et j'ai tout à fait le droit légal d'arrêter de les faire. Manon, s'il te plaît. Ma mère a tendu la main vers moi, les larmes coulant. Tu vas détruire cette famille. C'est ce que tu veux. Marc Dubois a calmement rassemblé sa veste, clairement soulagé que la vérité soit enfin sortie. Il a croisé mon regard et a hoché la tête une fois. Validation, confirmation. Paul avait tiré Chloé vers le bord de la salle. Ils étaient en conversation intense, sa main sur son épaule, son visage chiffonné par la confusion et autre chose. Était-ce de la culpabilité? Les autres invités ne savaient pas où regarder.
Certains fixaient mes parents avec un nouveau regard. D'autres chuchotaient derrière leurs mains. Quelques-uns attrapaient déjà leur téléphone. C'est de la folie, a tenté de nouveau mon père. Tu te rends ridicule, Richard. La voix de tante Patricia a coupé son bluff. Arrête. Tu en as assez dit. Elle s'est approchée et s'est tenue à côté de moi. Pendant 10 ans, j'ai regardé ma nièce s'effacer à l'arrière-plan pendant que vous célébriez Chloé. Pendant 10 ans, j'ai soupçonné que quelque chose ne tournait pas rond. Elle a regardé ma mère, sa propre sœur, avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Je n'ai jamais imaginé que c'était ça. Ma mère sanglotait plus fort. J'ai touché le bras de tante Patricia avec gratitude. Puis je me suis retourné vers mes parents. Je ne veux pas que vous souffriez, ai-je dit doucement. Mais j'ai fini de souffrir pour vous. Daniel s'est levé et m'a pris la main. Il était temps de partir. J'ai ramassé ma pochette et j'ai regardé Chloé une dernière fois. Elle pleurait encore, le bras de Paul autour d'elle. Je me suis approché et elle a tressailli comme si j'allais la frapper. Chloé. Manon, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Je te crois. Et je la croyais. Chloé avait été élevée dans une bulle de favoritisme si complète qu'elle n'avait jamais remis en question d'où cela venait. Je ne te blâme pas pour tout ça. Sa lèvre tremblait. Mais le mariage aura quand même lieu. Paul t'aime. C'est réel. J'ai pris sa main brièvement. Mais ça ne se fera pas avec mon argent. Et j'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi cela compte. Je me suis tourné pour partir. Daniel attendait près de la porte, sa veste sur le bras. Manon, la voix de ma mère, perçante et désespérée. Tu tournes le dos à cette famille. Je me suis arrêté sur le seuil. Non, maman. Je marche vers une famille qui existe vraiment. J'ai regardé Daniel, tante Patricia, qui rassemblait ses affaires pour partir avec nous. Une famille qui me voit, qui me valorise, qui n'a pas besoin que j'achète ma place. Je suis sorti dans la nuit. L'air était frais et pur. Derrière moi, je pouvais entendre la voix de mon père s'élever. Les sanglots de ma mère. Le chaos d'une fête qui était devenue tout autre chose. Daniel a passé son bras autour de moi. Tu as fait ce qu'il fallait. Je sais, mais ma voix s'est brisée. Alors pourquoi ça fait si mal? Tante Patricia nous a rattrapés sur le parking. Elle m'a serré dans ses bras, une étreinte chaleureuse, ferme et totalement inattendue. Parce que l'amour ne s'arrête pas juste parce qu'on fixe une limite, a-t-elle chuchoté. Mais le respect de soi ne devrait pas s'arrêter non plus. Je me suis laissé pleurer. Puis finalement, après 10 ans, mon téléphone a explosé le lendemain matin. 15 appels manqués de mon père, 23 textos de ma mère, allant d'excuses larmoyantes à des accusations furieuses. Des messages vocaux que je ne pouvais pas me résoudre à écouter. Daniel m'a fait des pancakes pendant que je fixais l'écran. Le premier texto de maman, Manon, s'il te plaît appelle-nous. On doit parler. Tu nous as humiliés. Le 5e, je suis ta mère. Comment as-tu pu faire ça? Le 10e, si tu ne rappelles pas, ne prends pas la peine de venir au mariage. Le 15e, j'ai toujours su que tu étais jalouse de Chloé. J'ai éteint mon téléphone. En milieu de matinée, un nom différent est apparu sur l'écran de Daniel. Chloé. Je dois répondre, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il l'a mis sur haut-parleur. Manon, c'est Chloé. Sa voix était chargée de larmes. Je sais que tu ne réponds probablement pas à ton téléphone. Je devais juste. Je devais demander. Demander quoi? Est-ce que mon mariage est gâché? Est-ce que tout va s'effondrer à cause d'eux? Elle s'est arrêtée. Je suis désolé, ça semble égoïste. C'est bon. C'est ton mariage. Mais Paul. Paul dit qu'il veut toujours m'épouser. Il dit que sa famille aidera si nécessaire. Il dit. Elle a pris une respiration tremblante. Il dit que j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Que j'aurais dû poser des questions. J'ai fermé les yeux. Chloé, ton mariage n'est pas gâché. Paul t'aime, mais oui, les choses vont changer. Maman et papa ne pourront pas payer tout ce qu'ils ont promis. Silence.
La question est restée suspendue dans l'air. Non, ai-je dit finalement. Je ne te déteste pas. J'ai juste fini de faire semblant que tout était juste. Une notification par email a sonné sur mon ordinateur portable. De Marc Dubois. Virement résilié comme demandé. Confirmation ci-jointe. C'était vraiment fini. Les retombées se sont propagées plus vite que je ne le pensais. En une semaine, l'histoire avait circulé dans tout le cercle social de mes parents. 80 invités avaient assisté à la confrontation. 80 personnes sont rentrées chez elles et l'ont raconté à leurs conjoints, leurs amis, leurs clubs de lecture et partenaires de golf. Tante Patricia m'appelait pour me donner des nouvelles. Ton père s'est fait coincer au country club hier, a-t-elle dit. François Meunier, tu sais, son vieux partenaire de golf, lui a demandé directement, tu as laissé ta fille vous soutenir pendant 10 ans et tu l'as quand même traité comme ça? Je n'ai pas ressenti de triomphe, juste de l'épuisement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a essayé de s'expliquer. A dit que tu exagérais. A dit que les familles s'entraident. Elle a fait une pause. François n'y a pas cru. Personne d'autre non plus. Ma mère était apparemment devenue le sujet de chuchotements à son club de femmes. Les mêmes femmes qu'elle avait passé des années à impressionner avec des histoires sur sa famille prospère la regardaient maintenant différemment. Avez-vous entendu parler de la situation des Lefebvre? J'ai toujours pensé que quelque chose clochait. Pauvre Manon. Toutes ces années. 2 semaines avant le mariage, mes parents ont fait leur annonce. La réception était réduite. 300 invités sont passés à 100. L'orchestre de 12 musiciens est devenu un DJ. Les fleurs importées sont devenues des arrangements locaux. La famille de Paul a discrètement couvert la différence. Chloé m'a appelé après. Maman a dit à tout le monde que c'est à cause de changements inattendus. Sa voix était petite. Les parents de Paul connaissent la vérité. Ils n'ont pas été impressionnés. Je suis désolé, Chloé. Ne le sois pas. Elle a hésité. Paul m'a dit quelque chose hier soir. Il a dit, si ta sœur a pu faire tout ça pour tes parents sans aucune reconnaissance, imagine à quel point elle serait loyale envers des gens qui l'apprécieraient vraiment. Une boule s'est formée dans ma gorge. Il a l'air d'être un homme bien. Il l'est. Et Manon, je commence à comprendre. 3 mois plus tard, j'ai ouvert un compte épargne. Cela semble petit, mais ce ne l'était pas. Pour la première fois en une décennie, l'argent que je gagnais restait avec moi. Pas de virements automatiques, pas de sacrifice silencieux, juste le mien. Daniel et moi avons commencé à regarder des appartements ensemble, des vrais avec de la place pour un avenir. Chaque visite ressemblait à une porte qui s'ouvrait. Au travail, le stress qui vivait dans mes épaules depuis des années a commencé à s'apaiser. J'ai eu une promotion à directrice financière, officiellement maintenant, et je l'ai vraiment célébré. Dîner dans un bon restaurant, champagne. Daniel de l'autre côté de la table me disant qu'il était fier. J'ai commencé une thérapie. C'était plus difficile que je ne le pensais. Déballer 32 ans à se sentir invisible ne se fait pas en une séance, ni en 10. Mais lentement, j'ai commencé à comprendre des schémas que je n'avais jamais vus auparavant. Vous avez développé ce qu'on appelle une réponse de type faune, soumission, m'a expliqué ma thérapeute. Lorsque vous sentiez un rejet potentiel, vous essayez de l'empêcher en étant utile, en étant nécessaire. Et c'est pour ça que je leur ai tout donné. Vous n'achetiez pas leur amour, Manon. Vous essayez de gagner votre place dans la famille. Mais voici le truc. Elle s'est penchée en avant. Votre place ne devrait pas nécessiter de paiement. J'y ai beaucoup pensé dans les semaines qui ont suivi. Tante Patricia est devenue ma connexion familiale la plus proche. Appel téléphonique hebdomadaire, brunch mensuel. Elle me racontait des histoires sur ma mère quand elle était jeune femme, non pas pour l'excuser, mais pour m'aider à comprendre. Diane a toujours été terrifiée par l'apparence des choses, disait Patricia. Nos parents étaient pareils. Elle a appris que l'apparence était tout, et quand la réalité ne correspondait pas à l'image. Elle a haussé les épaules tristement. Elle niait simplement la réalité. Cela ne rendait pas la chose acceptable, mais cela m'a aidé à arrêter de me demander ce que j'avais fait de mal. La réponse était rien. Je n'avais rien fait de mal. Nous sommes presque à la fin maintenant, mais je veux vous demander quelque chose.
Avez-vous déjà dû fixer une limite avec quelqu'un que vous aimez? Était-ce avec la famille, un ami, quelqu'un en qui vous aviez confiance? J'aimerais vraiment entendre votre histoire. Laissez-la dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous traversez quelque chose de similaire en ce moment, j'espère que mon histoire vous donne un peu de courage. Finissons cela ensemble. Le mariage de Chloé était plus petit que prévu, mais il était beau. J'y suis allé, pas pour mes parents, je leur ai à peine parlé, mais pour Chloé. Parce qu'elle était ma sœur et parce qu'elle commençait enfin à me voir. La cérémonie a eu lieu dans un jardin derrière la propriété de la famille de Paul. Des chaises blanches sur l'herbe verte. Une simple arche couverte de fleurs locales, intimes, réelles. Je me suis assise au fond avec Daniel, portant une robe que je m'étais achetée pour la première fois depuis des années. Tante Patricia était 2 rangs devant, m'adressant des sourires encourageants. Quand Chloé a descendu l'allée, elle était rayonnante, et quand ses yeux ont trouvé les miens, elle a marqué une pause juste une seconde et a mimé 2 mots, merci. J'ai hoché la tête. À la réception, mes parents ont gardé leur distance. Nous avons échangé des mots polis, rien de plus. Ma mère avait l'air plus vieille qu'il y a 3 mois. Mon père semblait diminuer d'une certaine manière, plus petit dans son costume coûteux. Avant de partir, ma mère s'est approchée de moi. Manon, sa voix était tendue. Est-ce que tu nous aimes toujours? J'ai considéré la question. Oui, ai-je dit finalement. Je vous aime. L'espoir a vacillé dans ses yeux. Mais je m'aime davantage maintenant, et cela signifie que je ne peux plus continuer à être la personne qui donne tout en ne recevant rien en retour. Nous pourrions changer. Peut-être. J'ai touché son bras doucement. Mais ce n'est plus ma responsabilité. Vous devez vouloir changer. Pas parce que j'ai arrêté de payer, mais parce que vous réalisez que ce que vous avez fait était mal. Elle n'a pas eu de réponse à cela. J'ai trouvé Chloé avant de partir et lui ai tendu une enveloppe. Ce n'est pas de l'argent, ai-je dit. C'est une lettre. Lis-la quand tu seras prête. Elle m'a serré dans ses bras. Vraiment serré pour la première fois depuis que nous étions enfants. Cela ressemblait à un commencement. 6 mois plus tard, Daniel et moi avons emménagé dans notre premier appartement ensemble. Ce n'était pas immense. 2 chambres, un petit balcon, une cuisine où on se cognait sans cesse. Mais c'était le nôtre, payé avec mon argent. L'argent que j'avais gagné et gardé. Le premier soir, nous nous sommes assis sur le balcon avec des plats à emporter et du vin bon marché, regardant les lumières de la ville. Des regrets? A demandé Daniel. J'y ai réfléchi. Seulement d'avoir attendu si longtemps. Ma relation avec mes parents est devenue ce qu'elle devait être, distante mais pas hostile. J'appelais pour les fêtes, je visitais occasionnellement, mais l'accès facile avait disparu, tout comme l'attente que je répare tout. Ils ont dû s'adapter, vendre la grande maison, déménager dans un appartement plus petit, apprendre à vivre selon leurs moyens. Ma mère s'en plaignait à quiconque voulait l'écouter, mais moins de gens l'écoutaient ces jours-ci. Chloé et moi nous sommes rapprochés. Elle a lu ma lettre et a pleuré pendant 1 heure. Puis elle m'a appelé et nous avons parlé. Vraiment parlé pour la première fois de nos vies. J'étais tellement aveugle, a-t-elle dit. Je suis tellement désolé. Tu ne savais pas. J'aurais dû demander. J'aurais dû voir. Peut-être. Mais on ne peut pas changer le passé. On peut seulement choisir ce qui vient ensuite. Je regarde dans le miroir ces jours-ci et je reconnais enfin la personne qui me regarde en retour. Pas invisible, pas la fille oubliée, pas celle qui donne jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Juste Manon, 32 ans, qui trace sa route. Et vous savez quoi? C'est suffisant. Ça a toujours été suffisant. Je devais juste arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre me le dise. Après que tout se soit tassé, j'ai passé beaucoup de temps à penser au pourquoi. Pourquoi mes parents m'ont-ils traité de cette façon? Étaient-ils méchants, cruels, des monstres? Ma thérapeute m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Les gens ne sont généralement pas les méchants de leur propre histoire. Ce sont juste des gens façonnés par leurs propres peurs et blessures. Mon père a perdu son emploi à 55 ans. Pour un homme qui avait construit toute son identité sur le fait d'être un pourvoyeur, c'était dévastateur. Il ne pouvait pas supporter de dépendre de sa fille invisible. Alors,
il a réécrit l'histoire. Je suis devenu une obligation, pas un sacrifice. Mon soutien est devenu un devoir, pas de la générosité. C'était plus facile que d'admettre qu'il avait besoin d'aide. Ma mère était plus compliquée. Elle avait grandi dans un foyer où l'apparence était tout. Quand je suis né prématuré et malade, je pense qu'une partie d'elle m'en a voulu d'avoir perturbé son image de famille parfaite. Chloé est venue plus tard, en bonne santé, belle, facile, la fille qu'elle avait imaginé avoir. Admettre ce qu'elle m'avait fait signifierait admettre qu'elle avait eu tort pendant 30 ans. Plus facile de nier, plus facile de faire semblant. Rien de tout cela ne les excuse. Comprendre n'est pas la même chose que pardonner. Mais cela m'a aidé à arrêter de poser la question qui m'avait hanté toute ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de mal? La réponse, j'ai fini par le réaliser, était rien. Je n'ai rien fait de mal. Je suis né de parents qui n'étaient pas équipés pour m'aimer comme j'en avais besoin. C'était leur échec, pas le mien. Et rester silencieuse, donner sans fin, espérer qu'ils finiraient par me voir. C'était moi essayant de réparer quelque chose qui n'a jamais été de ma responsabilité de réparer. On ne peut pas gagner l'amour de gens qui ne savent pas comment le donner. Mais on peut apprendre à se le donner à soi-même. C'est la leçon que j'aurais aimé apprendre 10 ans plus tôt. Alors, et moi? Quelle a été mon erreur? Je pense que j'ai cru que si je donnais assez, aimais assez, sacrifiais assez, je pourrais enfin gagner ma place à la table. Que les actes parleraient plus fort que les mots. Qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ils me regarderaient et verraient ce que j'avais fait. C'était ma faiblesse. Et ils l'ont exploité. Peut-être pas consciemment, mais constamment. J'étais terrifié à l'idée d'être abandonné, d'être confirmé comme indigne d'amour. Alors, je me suis rendu indispensable à la place. Je pensais qu'être nécessaire était la même chose qu'être voulu. Ce n'était pas le cas. Si vous regardez ceci et que quelque chose résonne, si vous vous reconnaissez dans mon histoire, je veux vous dire quelque chose. Vous n'avez pas à vous consumer pour garder les autres au chaud. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous sacrifiez. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est de la survie. Le silence n'est pas la paix. Parfois, c'est juste une cage que vous construisez autour de vous, en attendant que quelqu'un d'autre déverrouille la porte. Voici la vérité, ils ne vont pas la déverrouiller. Vous devez le faire vous-même. Et ça fera mal. S'éloigner des gens qu'on aime, même quand ils vous font du mal, ça fait mal. Se choisir soi-même quand on a passé toute sa vie à choisir tout le monde sauf soi, ça fait mal aussi. Mais rester fait encore plus mal. Je le sais parce que je l'ai fait pendant 10 ans. Alors, si vous êtes à cet endroit en ce moment à vous demander si vous méritez mieux, laissez-moi répondre pour vous. Oui, vous le méritez. Pas parce que je le dis, mais parce que c'est vrai. Et au moment où vous commencez à y croire vraiment, tout change. Je ne suis plus en colère contre mes parents. Je n'essaie pas de les punir. Je suis juste enfin, pour la première fois de ma vie, en train de me faire passer en premier. Ce n'est pas une vengeance. C'est une guérison. Et je ne fais que commencer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire, partagez votre propre expérience. Je lis chacun d'entre eux. Si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît aimez et abonnez-vous. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Et consultez la description ci-dessous pour plus d'histoires comme celle-ci. Je pense que vous vous connecterez avec elles aussi. À la prochaine, prenez soin de vous. Vous le méritez.